Le numéro 3 du nouveau gouvernement est donc l'invité du 6-9 ce matin. C'est sans doute son nom, son retour qui est le plus commenté, la plus grosse surprise en tout cas. Ancien Premier ministre socialiste sous François Hollande, soutien d'Emmanuel Macron dès 2017. Le voici donc désormais ministre d'État, ministre des Outre-mer. Manuel Valls, bonjour. Bonjour. Je ne doute pas que les auditeurs de France Inter auront des questions à vous poser. Ils peuvent le faire au 01 45 24 7000 et sur l'application de Radio France. Vous allez nous dire pourquoi, Manuel Valls, vous avez accepté d'entrer dans ce gouvernement. Gouvernement nommé en pleine journée de deuil national pour Mayotte. Mayotte dévastée par un cyclone, le plus violent dans ce département français depuis près d'un siècle. Vous êtes ministre donc des Outre-mer. Est-ce que vous regrettez ce calendrier qui a choqué beaucoup de Mahorais ? J'ai en tête les mots de la députée Estelle Youssouffa qui était sur votre antenne Hier matin, qui a dit avec beaucoup de colère effectivement qu'elle trouvait cela grave, méprisant, médiocre. Ces mots durs, ces mots poignants. Moi je comprends, le Premier ministre l'a dit aussi hier soir, toutes les colères, la détresse profonde, la peur de nos compatriotes mahorais. Donc la seule chose que je puisse vous dire, c'est que moi je vais être au travail dans quelques heures, après la passation de pouvoir au ministère des Outre-mer à midi, avec une seule idée, la reconstruction de Mayotte. Éprouver, pour reprendre une nouvelle fois les mots de la députée Estelle Youssouffa, que tout le monde ne s'en fout pas de Mayotte, tout le monde s'en fout de nous, c'est ce qu'elle disait aussi hier, et c'est ce qu'a pu renvoyer effectivement cette annonce gouvernementale en cette journée de deuil national. Les ministres de l'Intérieur, des Outre-mer, de la Défense sont allés sur place. Le chef de l'État aussi, très vite, je n'ai pas la date encore, mais nous irons évidemment avec le Premier ministre. Mais c'est vrai, et pas seulement pour Mayotte, que quand éclatent les émeutes, quand s'abattent les cyclones et les tempêtes, les territoires ultramarins se rappellent à l'Hexagone. Et quand se calment les fièvres sociales ou économiques, et que passent les tornades, ces territoires retombent dans l'oubli. Eh bien, le choix qui a été fait par François Bayrou et Emmanuel Macron, la tâche qui m'a été confiée, le fait que ça soit un ministère d'État, mon engagement total et entier uniquement pour ces territoires d'outre-mer, et évidemment avec la priorité, l'urgence pour Mayotte, c'est peut-être le signe, la réponse à cette détresse et à ce scepticisme. Voilà, et donc c'est tout ce que je peux vous dire ce matin. C'est un engagement total et l'engagement, qui sera long et difficile parce que nous n'allons pas reconstruire, il y a l'urgence bien évidemment, nous en parlerons, mais nous n'allons pas reconstruire Mayotte en quelques semaines. C'est l'engagement, et c'était le sens de la journée de deuil hier, c'est l'engagement total de la nation, et c'est le cas avec nos forces de sécurité, les sapeurs-pompiers, tous les fonctionnaires, mais aussi les Français, de l'aide, les ONG qui sont sur place. A mis beaucoup de temps à arriver, qui met encore beaucoup de temps à arriver dans certains endroits de l'archipel, et on l'entend dans les reportages des envoyés spéciaux sur place. Vous allez vous rendre, vous, à Mayotte, vous ne savez pas encore quand, mais très, très bientôt. Mais nous irons avec le Premier ministre le plus vite possible, laissez-nous nous organiser encore quelques heures aujourd'hui. Et vous allez arriver dans un contexte, encore une fois, mais de colère. Vous parlez de François Bayrou, il s'est engagé à se rendre à Mayotte dès que son gouvernement serait nommé, parce que dès le premier jour, après sa prise de fonction, il a suscité beaucoup d'incompréhension en préférant se rendre dans sa ville de Pau pour un conseil municipal au lieu de participer à la réunion de crise pour Mayotte. Le chef de l'État dont vous parliez, Emmanuel Macron, qui s'est rendu sur place, a choqué aussi certains Mahorais en répondant à des gens qu'il accuse d'être des militants du Rassemblement national, mais il s'est mis en colère en disant, je le cite, « Si c'était pas la France, vous seriez 10 000 fois plus dans la merde ». Vous arrivez donc dans ce contexte. Comment rétablir la confiance ? Par l'action. Il faut être présent, bien évidemment, et mettons de côté toutes les polémiques. Encore une fois, je comprends et nous comprenons tous ces mots et cette détresse. Enfin, vous le dites, vous avez des reporters sur place. Enfin, ce cyclone qui s'est abattu sur Mayotte a rasé en partie ce territoire. 90% des habitations détruites ou endommagées. Si cela se passait, un territoire de l'Hexagone, ce que cela pourrait représenter, ce sont nos concitoyens.
ce sont des Français. C'est un territoire qui a choisi la France volontairement. Donc nous leur devons soutien et aide. Et il faut accepter d'être secoué. Il faut accepter ce questionnement, ces colères. Mais il faut agir. Et au fond, la seule réponse, c'est l'action avec l'urgence, sur place, l'eau, la nourriture, les transports, l'électricité, les déplacements, le logement, les questions urgentes qui vont se poser très vite à nous, je pense à l'école et à la rentrée scolaire au mois de janvier. Enfin, une somme de dispositifs qu'il faut déployer. Ils sont sur place. C'est long, c'est difficile. Mayotte est loin, y compris de la Réunion, mais il y a beaucoup de fonctionnaires d'État. Il y a des gens qui sont mobilisés. Il y a évidemment une cellule interministérielle qui se réunit tous les jours. Il y a une sous-préfète qui est mandatée sur la question sur l'aide des victimes. Le préfet de Mayotte a dit hier, l'État a pris l'engagement de faire mieux. Ça veut dire qu'il faut faire mieux. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Il faut bien se rendre compte que il faut poursuivre, il faut approfondir dans tous les domaines que je viens de rappeler. Il y a un hôpital de campagne aujourd'hui qui doit ouvrir ses portes aujourd'hui. Une centaine de personnes par jour pour être accueillies dans cet hôpital. Des progrès notables ont été faits pour ce qui concerne l'eau. Des chiffres ont déjà été donnés. Il faut le faire aussi pour ce qui concerne l'électricité. Il y a même dans des détails, il y a des milliers de pastilles de chlore qui sont diffusées. Il faut que ça arrive. Pour rendre l'eau potable. Donc, il faut exactement, et pour éviter les épidémies. Donc, il faut une mobilisation de tous les instants. J'avais hier une autre fonctionnaire qui est sur l'île de la Réunion et qui coordonne aussi une partie de cette aide. Il y a beaucoup de fonctionnaires de l'Hexagone qui se sont portés volontaires. Bon, donc c'est l'organisation. Je pense que les choses vont aller en s'améliorant, mais en vous disant ça, je mesure que ceux qui pourraient nous entendre à Mayotte se disent les choses n'arrivent pas, il manque encore beaucoup d'éléments pour qu'on puisse voir une lueur. Et pour acheminer l'aide, il faut avoir un bilan précis, c'est-à-dire savoir où sont les gens, et beaucoup manquent à l'appel parce que dans les bidonvilles notamment qui ont été dévastés, presque entièrement rasés, il y a énormément de clandestins, des dizaines de milliers de sans-papiers en tout cas. Le dernier bilan humain est de 35 morts et 2500 blessés. Beaucoup craignent ou ont craint à Mayotte qu'il soit beaucoup plus important, de l'ordre de milliers de morts. C'est d'ailleurs ce qu'avait dit le préfet dans les premiers jours. François Bayrou s'est voulu rassurant hier en disant que ce devrait être de l'ordre de quelques dizaines de morts plutôt que des milliers. Qu'est-ce que vous dites ce matin sur ce bilan humain ? D'abord que nous parlons d'êtres humains. Il y a eu des morts. Qu'ils soient sans papier ou qu'ils soient citoyens français. Évidemment, il y a eu beaucoup de morts. 35, c'est déjà beaucoup. Des centaines, des milliers de blessés. Les sapeurs-pompiers, les forces de sécurité, et évidemment, tous les services de santé sont mobilisés. Ces forces de sécurité, ces sapeurs-pompiers remontent dans les bidonvilles pour faire un état de situation. Je vous disais qu'il y a une sous-préfète qui est mobilisée à 100% sur le sujet. Je reste prudent. Le Premier ministre l'était aussi. Tant mieux si, évidemment, il n'y a pas ce nombre de victimes qui était annoncé il y a quelques jours. Mais soyons prudents. Vos reporters sont y compris sur place. J'attends d'avoir évidemment tous les éléments et nous verrons, j'imagine, dans les jours et dans les semaines qui viennent, les choses plus claires. Sur la question de la reconstruction qui se pose, et vous l'avez dit d'ores et déjà, qu'est-ce que vous dites ce matin aux Mahorais ? Emmanuel Macron a promis une loi spéciale pour accélérer les choses, pour faciliter, contourner certains dispositifs, notamment en matière de normes environnementales, etc. Elle sera examinée rapidement. Il y a cette urgence, nous l'avons évoqué. Il y a tous les problèmes de logement, d'économie, de sécurité, d'immigration. Et il y a la reconstruction. Et cette loi qui était préparée par le gouvernement sortant, qui a fait l'objet de beaucoup de réunions. J'espère qu'elle sera présentée très vite au début de l'année en Conseil des ministres pour être approuvée. Et elle vise, comme vous venez de l'indiquer, à accélérer les procédures pour la reconstruction des logements, des services publics, des écoles. Mais ça ne se fera pas en quelques jours. Moi, je ne suis pas un semeur d'illusions. Je sais que ça sera difficile, mais par là, je crois, c'est la démonstration que le gouvernement, les services de l'État sont pleinement mobilisés pour cette reconstruction, encore une fois, qui sera longue. Et puis, il faut
évidemment tirer toutes les leçons du Changer passé. peut-être une certaine mentalité au sommet de l'État, comme vous le disiez tout à l'heure, de ne pas oublier les territoires ultramarins. Je ne suis pas sûr que ce soit en au dehors sommet de des l'État crises. qu'il faille changer les mentalités. C'est d'une manière générale le rapport qu'il y a entre l'Hexagone et ces territoires ultramarins qui sont... de mon point de vue, un trésor humain, culturel, économique, qui sont un atout pour la France, pour son rayonnement. Près de 3 millions de nos compatriotes y vivent. Je n'oublie pas tous nos compatriotes ultramarins qui vivent dans l'Hexagone. Donc c'est cet atout-là. Mais avec ses difficultés, évidemment, la vie chère, les problèmes de sécurité. La vie chère dans les Antilles, les émeutes ces derniers mois en Nouvelle-Calédonie entre ceux qu'on appelle loyalistes et les indépendantistes. Vous avez énormément de dossiers. Vous savez, Jacques Chirac, qui avait une gérer. grande expérience politique, disait que ce ministère des Outre-mer, des dom-tom comme on disait avant, c'était un mini Matignon. Oui, c'est un ministère de l'État et j'ai conscience... Et c'est pas pour rien que vous aviez suivi d'ailleurs notamment le dossier de la Nouvelle-Calédonie quand vous étiez à Matignon. Je m'étais rendu quand j'étais au gouvernement. Des premiers ministres avant qu'Emmanuel Macron la prenne à son compte. Je m'étais rendu sur tous les autres territoires, ou presque tous les autres territoires, et tout est prioritaire, mais l'urgence est Mayotte, et il y a évidemment aussi le redressement économique et puis les solutions institutionnelles qu'il faut trouver pour la Nouvelle-Calédonie. Aux habitants des Outre-mer en général, que les choses vont changer pour eux. Vous êtes le 8e ministre des Outre-mer depuis 2017. Et comment les rassurer alors qu'ils savent très bien, comme les autres Français, que ce gouvernement risque, comme le précédent, de tomber dans quelques semaines ou quelques mois? Je le sais. Je connais, je suis lucide, la fragilité du moment et la fragilité politique, ça dépend de la responsabilité de chacun. Le signe qui est envoyé par le président de la République et par le Premier ministre, c'est qu'en nommant un ancien Premier ministre, quelqu'un qui connaît ces dossiers, qui est passionné par ces territoires, qui va s'y consacrer pleinement, c'est un gage en tout cas d'engagement. Après, le reste, ça ne dépend pas de moi, mais ils peuvent compter sur moi et sur ma présence. J'irai partout très vite. Vous aviez eu des mots très durs sur la Nouvelle-Calédonie à l'encontre d'Emmanuel Macron. Il y a quelques semaines seulement, dans le Parisien aujourd'hui en France, c'était en novembre. Vous aviez dénoncé son entêtement imbécile, irresponsable et criminel. Le président mal entouré, mal conseillé, disiez-vous, qui n'a consulté personne, a mis à terre 36 années de dialogue pour la Nouvelle-Calédonie. Il faut reconstruire là-bas aussi. Vous allez faire tout le contraire de ce qu'a fait Emmanuel Macron jusqu'à présent? Il faut reconstruire le dialogue. C'est difficile. Vous savez, le gouvernement de Nouvelle-Calédonie vient de tomber cette nuit. Il y a une attente très importante pour la reconstruction économique. C'est là-bas l'urgence. Et puis, il y a un chemin de dialogue, un chemin politique à trouver. Et moi, je me place évidemment dans le sillage, c'est mon ADN politique depuis plus de 30 ans. Le sillage de Michel Rocard et de Lionel Jospin. Et les Calédoniens savent qu'ils peuvent aussi compter sur moi pour nouer les fils du dialogue. Manuel Valls, nouveau ministre des Outre-mer, une question pour vous au Standard de France Inter de Jean-Noël. Bonjour. Oui, bonjour France Inter et merci de me prendre à l'antenne. Je voudrais dire à Monsieur Valls qu'il a participé sous Hollande à la destruction de la gauche, qu'il a trahi le PS et son candidat Benoît Hamon, qu'il s'est exilé en Espagne et s'est fait jeter, qu'il cherche à se rallier à Macron et n'a pas été élu. Vous devriez avoir honte. Vous êtes le pire des traites, Monsieur Valls. Toute la France a honte de vos comportements. Vous êtes pire qu'un étron. Jean-Noël, s'il vous plaît, je vous coupe. Les insultes n'ont pas leur place sur cette antenne. Par ailleurs, ce n'était pas la question qui était prévue puisqu'il y a, vous le savez, un filtrage au Standard de France Inter et les auditeurs proposent leurs questions que nous prenons ensuite à l'antenne. Jean-Noël, vous n'aviez pas prévu de dire ça et on peut se parler sans se mentir et sans s'insulter. Néanmoins, Manuel Valls, je vais vous poser la question que Jean-Noël avait promis de nous poser. Pourquoi avoir accepté de rentrer dans ce gouvernement, tout simplement? Et puis les reproches tout de même que vous fait Jean-Noël, d'autres auditeurs vous les font, notamment sur l'application de Radio France. C'est vrai que vous avez été battu lors des dernières élections législatives, notamment qu'il y a eu cette tentative de prendre la mairie de Barcelone qui avait suscité aussi beaucoup d'incompréhension. Quelle est la légitimité, c'est ce que dit Maxime sur l'application de Radio France, votre légitimité démocratique et celle de ce gouvernement? Et c'est celle
c'est celle de l'expérience, de mon engagement. Moi, j'aime les défis, j'aime prendre des risques. Vous savez, la vie, ce sont des réussites et surtout des échecs. C'est ça la beauté de la vie. Et on apprend aussi beaucoup de cela et avec le recul nécessaire. Moi, je suis frappé quand même d'une manière générale par le climat de violence, d'hostilité à l'égard des responsables politiques, mais parfois aussi entre les Français, d'insultes. Moi, je ne suis pas venu là pour régler des problèmes politiques. Je suis là pour m'occuper de ces territoires ultramarins et qui ont besoin d'un gouvernement totalement engagé et d'un État fort et d'une République partout. D'une certaine manière, vous savez, pour le républicain de gauche que je suis, ces territoires ultramarins, grâce à leur culture, à leur diversité, à leurs origines, aux pages sombres, mais glorieuse aussi, des rapports entre ce qu'on appelait avant la métropole et ces territoires. C'est un défi magnifique. Donc vous savez, moi j'avance et avec le souci de bien faire. C'est ça, au fond, c'est ça qui est beau de la politique. François Bayrou a dit hier soir sur BFM TV qu'il vous avait choisi, notamment parce que vous aimez prendre des risques, parce que vous avez, je le cite, une personnalité un peu kamikaze. C'est ça d'entrer dans ce gouvernement, c'est être un peu kamikaze ? Oui, c'est prendre des risques, bien évidemment. Parce que Mais vous savez, moi j'étais ministre, premier ministre, député, maire. Bon, ce monsieur ne rappelait pas non plus les quelques succès qui ont pu être les miens. Mais d'une certaine manière, j'ai connu toutes ces responsabilités. Je crois que c'est dans ces moments-là particulièrement difficiles pour notre pays, avec ses divisions, avec ses fractures, avec ses risques pour l'avenir, que ceux qui ont de l'expérience doivent tout donner pour leur pays. Moi, je suis un républicain, un patriote, j'aime profondément ce pays. Et moi, ici, sur votre antenne, avec les Français, évidemment, au Parlement, j'ai pas du tout envie de polémiquer, de rentrer dans les insultes, j'ai envie de construire. Xavier Bertrand, le président de la région des Hauts-de-France, explique qu'il n'a finalement pas été nommé au ministère de la Justice parce que le Rassemblement national s'y est opposé. Il ajoute qu'il refuse de participer à un gouvernement formé avec l'aval de Marine Le Pen et il accuse le Premier ministre de composer avec l'extrémisme. Est-ce que des doutes vous ont effleuré ? Non, j'ai aucun doute sur François Bayrou que je connais depuis des années. J'ai aucun doute sur François Rebsamen qui a rejoint ce gouvernement. J'ai aucun doute sur Elisabeth Borne. Je connais l'engagement républicain de Bruno Retailleau, Gérald Darmanin, et je pourrais continuer ainsi. Je n'ai aucun doute. De toute façon, et nous le verrons dans les prochaines semaines à l'Assemblée nationale, la responsabilité de chaque formation politique, de chaque parlementaire, de chaque député en l'occurrence, est engagée. Vous pensez qu'on peut continuer comme ça, faire tomber le gouvernement dans un moment où il y a une guerre en Ukraine? Je sors un peu au fond de mes prérogatives, avec les risques économiques et sociaux que nous connaissons, la vague d'antisémitisme qui a submergé le monde occidental après le 7 octobre 2023, l'urgence, Mayotte. Vous pensez que on peut continuer à se diviser? Le fait est que si ainsi. Marine Le Pen le décide, ce gouvernement tombera comme le gouvernement Barnier est tombé. Sauf à obtenir l'indulgence du Rassemblement national. Quelle autre voie vous voyez pour échapper à la censure? Mais la responsabilité générale, et notamment la responsabilité des socialistes. Vous pensez que François Hollande peut censurer un gouvernement dans lequel il y a son ancien Premier ministre, son ancien ministre du Travail, son ancienne secrétaire d'État? Vous aviez refusé, lors des dernières législatives cet été, d'appeler au Front républicain? Non, pas du tout. Moi, je me suis réjoui qu'il y ait un front républicain, mais moi, j'ai été très clair à propos du Rassemblement national et de la France. Vous aviez co-signé une tribune, aucune voix, ni sur le RN, ni sur LFI, donc oui, pas sur le NFP. Mais là, vous m'entraînez, vous voyez, vous êtes en train de m'entraîner, c'est normal. Est-ce que vous parlez aux socialistes qui... mais cette tribune, je l'avais signée... Vos anciens camarades. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Cette tribune, je l'avais signée avec la philosophe Elisabeth Badinter, grande républicaine de gauche, et avec Bernard Cazeneuve. Nous l'avions signé avec d'autres, mais nous l'avons signé notamment tous les trois. Et on ne va pas nous donner des leçons de républicanisme de gauche, quand même, à ces trois personnalités, notamment aux deux signataires avec moi. Donc, mon engagement républicain, mon engagement pour la France, mes origines, tout le monde les connaît, elles viennent de la gauche. Et précisément, c'est au nom de ces valeurs qu'aujourd'hui je sers de nouveau mon pays.
Justement, C'est une chance, vous savez, puisque c'est un honneur incroyable. nous parlions des socialistes et ma question était de savoir si effectivement votre arrivée au gouvernement était de nature à les rassurer, à les dissuader de voter cette censure. Je crois que Dominique a une question à ce sujet. Bonjour Dominique. Bonjour France Inter et merci de prendre ma question. Monsieur Valls, on vous présente comme l'aile gauche du gouvernement. En Espagne, le parti qui avait porté votre candidature avait fait alliance avec l'extrême droite. En cas de nouvelle censure, pourriez-vous rejoindre un gouvernement Bardella et dont vous représenteriez l'aile gauche ? Merci Dominique, comme quoi on peut poser des questions incisives sans s'insulter. Mais moi, je ne représente ni l'aile gauche ni l'aile droite. Je suis membre d'un gouvernement. C'est le gouvernement de la France et de la République. Et là où je suis, je dois être aussi attentif à tous les électeurs, quel que soit leur vote. L'extrême gauche, la gauche sont puissantes dans les territoires ultramarins. Le Rassemblement national aussi, ils sont des députés à La Réunion et à Mayotte. Marine Le Pen a fait des scores très importants sur ces territoires. Et je serai aveugle, je n'écouterai pas. Il faut agir. Et il n'y a rien de pire que le sectarisme, que la violence, que l'insulte, que les fausses informations comme je viens d'entendre, ou les insultes il y a un instant. Quelles fausses informations sur des alliances d'extrême droite, ça vient d'être dit. Mais vous voyez, avec l'expérience qui est la mienne, et avec la responsabilité qui est la mienne, nous avons commencé par là, en pensant à nos compatriotes mahorais, je vais toujours essayer de garder un certain niveau. La hauteur de vue. Le parti dont vous aviez obtenu l'investiture à Barcelone avait effectivement passé une alliance avec la droite de la droite catalane. Non. Vous connaissez mal le dossier, mais c'est pas très grave. Ça n'a pas beaucoup d'importance. La seule chose que je peux vous dire, c'est que quand j'étais en Espagne, ce sont mes origines. J'en suis fier. Quand je suis allé à Barcelone, j'ai rencontré l'amour en plus. Donc c'est pas un échec. Mais avec ce recul et avec cette expérience, je peux aussi apporter quelque chose. Bon, c'est tout simplement mon engagement. Mais vous me ferez pas dévier, et personne ne me fera dévier de la priorité qui est la mienne, de mon engagement total pour ces territoires ultramarins. De la façon pour ce gouvernement d'échapper à la censure, vous en appelez à la responsabilité de vos anciens camarades du Parti socialiste. Olivier Faure, premier secrétaire, parle d'une provocation. Est-ce que votre entrée dans ce gouvernement, avec, vous l'avez dit, d'autres anciens socialistes, Elisabeth Borne, François Rebsamen, Juliette Ménadel, mais qui ont rejoint Emmanuel Macron il y a longtemps désormais, ne risque pas au contraire de souder à nouveau les rangs du NFP qui avait commencé à se fissurer ces dernières semaines? Mais il n'y a eu aucun débauchage, là. Vous avez parfaitement raison. Et le Parti socialiste est dans l'opposition. Sur votre antenne, il y a quelques jours... Et vous allez avoir dans l'opposition votre ancien président, celui qui vous avait nommé à Matignon, il y a quelques jours, précisément, Lionel Jospin disait « Le Parti socialiste doit être dans l'opposition, il l'est, mais il doit participer de la stabilité. » Qu'ils écoutent. C'est ça, oui, c'est ça, la responsabilité politique. S'il y a une motion de censure qui passe, c'est parce que le Rassemblement national et le Nouveau Front populaire, ensemble, joindraient de nouveau leur voix. Mais vraiment, et mon rôle est là, et vous imaginez les Mahorais qui nous écoutent, et d'une manière générale nos compatriotes, je crois qu'il faut éviter cette instabilité et de plonger notre pays dans une crise politique, dans une crise démocratique, dans une crise de régime. Moi, j'aurais souhaité, comme François Bayrou, que le gouvernement soit totalement d'union nationale, mais enfin, tout de même, est-ce que les conditions ont été personnalités qui réunies pour faire en sorte qu'il soit justement, peut-être pas d'union nationale, mais en tout cas plus large, élargi à gauche? Par exemple, François Bayrou a de nouveau fermé la porte hier à une suspension de la réforme des retraites. Quel est votre avis là-dessus? Il a au contraire, hier, ouvert le dialogue. Il a rappelé la lettre, à part la CGT, signée par tous les partenaires sociaux, syndicats et patronat, pour avancer sur ce dossier. François Bayrou prononcera dans quelques semaines un discours de politique générale.
donnons-lui une chance. Il a ouvert la porte à un réaménagement, mais pas un Eh gel. ben oui, mais c'est déjà beaucoup. Travaillons. Et puis, François Rebsamen va suivre ce dossier en tenant évidemment compte du contexte économique, budgétaire et financier. Donc, on est dans un moment grave. Pas seulement parce que Mayotte a subi ce cyclone, pas seulement parce qu'il y a des défis économiques, budgétaires colossaux, l'Himalaya, non, à franchir, Oui. comme le disait François Bayrou, mais parce que nous sommes dans un moment où tout peut basculer. Nous voyons bien un peu partout la démocratie est questionnée. Donc moi, la seule chose que je puisse faire à votre antenne, c'est d'appeler chacun à la responsabilité, et parce que j'appelle chacun à la responsabilité, je m'engage avec responsabilité à la tête de ce ministère, qui je crois est un ministère merveilleux, avec des défis considérables pour une France qui est présente sur tous les océans, avec sa biodiversité et sur tous les continents. C'est magnifique, c'est un sacré défi. Et vous disiez que François Rebsamen suivrait ce dossier des retraites, c'était ses anciennes attributions. Le ministère du Travail, désormais, il est l'aménagement du territoire et à la décentralisation. Vous voyez, je reste avec le François Rebsamen, qui était dans mon gouvernement, et Catherine Vautrin le fera bien évidemment. Et mais comme tous les Français, vous sera dans un dialogue avec les élus. À connaître ce nouveau gouvernement. Et vos nouveaux collègues. Manuel Valls, merci beaucoup. Merci à vous, et saluer tous les auditeurs, tous les autres qui n'ont pas pu me poser des questions. Et première urgence pour vous, donc ce déplacement à Mayotte, vous nous l'avez dit, dans les tout prochains jours. Merci beaucoup Manuel Valls, nouveau ministre des Outre-mer. Dans un instant, la revue de presse.